Élu dans Viau en 81, il a été député pendant plus de 26 ans, soit l'un des plus longs mandats parlementaires. William Cousano a toujours insisté sur le fait qu'il était le représentant de ses électeurs. Il a travaillé à la valorisation du rôle de député et à la promotion du don d'organes. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Cousano. Bonjour, M. Morin. M. Cousano, vous êtes italien d'origine, vous êtes arrivé au Canada à l'âge de 9 ans et vous avez entrepris une carrière après ça dans l'enseignement. Mais en même temps, vous occupiez beaucoup de la communauté italienne. Oui, vous allez comprendre que lorsque j'ai commencé à enseigner en 1963, à ce moment-là, il y avait dans les écoles élémentaires beaucoup d'immigrants, particulièrement dans le secteur où j'enseignais, qui était le secteur de la paroisse Notre-Dame de Pompéi. Et j'ai commencé à enseigner et à l'époque, M. Morin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en 7e année, il y avait des examens du gouvernement. Et pour pouvoir être admis au secondaire, il fallait réussir aux examens de 7e. Et il y a des enfants, des jeunes, parce que à ce moment-là, lorsqu'un immigrant arrivait d'Italie, il n'y avait pas de classe d'accueil. On le plaçait dans une classe, même pas selon l'âge, on ne pouvait pas le placer au secondaire, alors il se ramassait au primaire pour avoir ce fameux certificat pour qu'il puisse aller au secondaire. Alors, j'avais à peine 20 ans et j'avais des jeunes de 16-17 ans dans mes classes. Et la réussite de ces examens-là m'inquiétait et inquiétait aussi des enfants et des parents. Ce qui m'a donné l'idée d'établir, après l'horaire scolaire, des classes de préparation aux examens, en me servant de certains élèves qui étaient peut-être un peu plus avancés dans certaines matières, d'autres professeurs de l'école, des parents. Et au fil des ans même, c'est devenu une espèce de tradition, où même des anciens élèves de l'école, qui étaient maintenant rendus au secondaire, venaient donner un coup de main à ces classes-là. Et ça a été ma première expérience dans un sens. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qui est une réalité dans plusieurs écoles? C'est l'aide aux devoirs. C'est ça qu'on avait commencé à faire à cette période-là. Et puisqu'il y avait des parents impliqués, des jeunes, des anciens qui revenaient pour participer, ça m'a donné l'opportunité de connaître un peu plus les problèmes de la communauté immigrante dans le nord-est de Montréal. Pour son intégration. Et l'intégration, parce que c'était pas facile. C'était vraiment un baptême par le feu. Vous avez fait ça pendant plusieurs années? J'ai fait ça pendant plusieurs années, jusqu'au moment où c'est que le secondaire, ces examens-là ont été abolis, finalement. Et par la suite, un groupe de bénévoles, de professeurs d'université, de parents, de professeurs d'université, soit anglophones ou francophones, on avait mis sur pied le Conseil éducatif italo-canadien, dont le but principal était de conseiller les parents comment participer aux activités scolaires, parce que c'était le début de la formation des comités de parents dans les écoles.
Et beaucoup de parents immigrants étaient très réticents de participer parce qu'ils ne connaissaient pas le système. Ce conseil-là s'est fait remarquer aussi en 1974 lors de la présentation du projet de loi 22 sur la langue officielle. Vous étiez, le conseil et vous étiez opposés. Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas dans ce projet de loi? C'était déposé par François Cloutier, ça. Oui, c'est que le dépôt de la loi 22 faisait suite, changeait la loi 63. Sur le libre choix. Le libre choix, oui, de la part des parents. Et à ce moment-là, c'est que lorsque il y avait eu vent de changement, à Saint-Léonard, il y avait eu des manifestations, si vous vous rappelez, qui n'étaient pas exactement, selon moi, dignes de manifestations de parents qui étaient mécontents du système d'éducation pour les enfants ou le fait qu'ils perdaient ou gagnaient le choix d'aller à l'école de leur choix. Et c'est là que le Conseil a décidé de regrouper ces gens-là et de s'assurer que de minimiser ce genre de manifestations. Parce que je n'ai jamais cru que des manifestations de ce genre allaient aider qui que ce soit. Le critère d'admission, c'était la langue maternelle de l'enfant. Alors, avait le droit à l'école anglaise, l'enfant dont la langue maternelle était anglais. Alors là, ça causait toutes sortes de problèmes, dans le sens que dans les communautés, puisqu'on n'avait pas de système de garderie à ce moment-là, les gardiens des enfants, c'était les grands-parents. Okay? Et les grands-parents ne parlaient d'aucune façon qu'ils parlaient le français ou l'anglais. Alors, c'était un avantage dans le sens parce que ces enfants-là, dans un milieu québécois, apprenaient l'italien avec les grands-parents. Alors là, le ministère a décidé de réglementer un peu toute cette question de comment faire l'évaluation. Les fameux tests. Les fameux tests linguistiques. À ce moment-là, on a fait des représentations auprès de différents ministres qui ont succédé M. Bienvenu, à l'effet que ces tests à cet âge-là, le prématernel, des tests linguistiques, en réalité, pour évaluer la langue maternelle, c'était plutôt des tests d'intelligence. Ça, c'est reconnu à travers toutes les universités nord-américaines qui ont fait des études dans ce domaine. Alors, on a essayé de faire comprendre à l'époque à différentes personnes au ministère, différents hommes politiques, qu'il fallait trouver un moyen qui pouvait s'appliquer de façon sans beaucoup trop de problèmes à tout le monde. Un critère qui n'était pas discutable. Et enfin, là, il y a eu les élections de 1976. Alors, on est tombé un peu dans l'ombre jusqu'à... À la loi 101 du gouvernement Lévesque. Oui. Ouais. Est-ce que ça changeait les choses, la loi 101? Oui, la loi 101, au moins, est arrivée avec un critère qui a causé certaines difficultés, mais pas autant que l'autre au niveau que la loi 22 au niveau de l'application. C'est-à-dire que la loi 101 avait comme critère la fréquentation de l'école anglaise des parents. C'est un critère au Québec. Alors là, tous les immigrants étaient traités sur le même pied d'égalité. Alors, celui qui venait de l'Angleterre, qui vient de l'Australie, qui vient des États-Unis, ou qui viennent de l'Italie, de la France, étaient traités de la même façon. Ça, je trouvais que c'était acceptable. Le seul problème à ce moment-là qu'il y a eu, c'est qu'il n'y a pas eu une période de transition entre la loi 22, ceux qui avaient été acceptés, refusés, et ainsi de suite, là, qui flottaient. Alors, il s'est trouvé à peu près 1500 élèves à cette époque-là, dont les parents, dont certains étaient des résultats de la loi 22,
D'autres dont les parents n'avaient pas pu obtenir en temps des certificats, des bulletins de l'école élémentaire. Là, les directeurs avaient un peu de difficulté à prendre ces enfants-là puis leur dire non, non, on vous met dehors demain matin. Là. Alors, il y a eu ce que c'est qu'on appelle les fameux enfants illégaux pendant cette période. Votre intérêt pour la politique, pour en faire activement un jour, ça remonte à cette époque-là? Ça remonte à cette époque-là parce que, justement, je me suis aperçu que pour vraiment avoir de l'influence au niveau des hommes politiques, ou avoir de l'influence au niveau des politiques de parti, qu'il était nécessaire de s'impliquer dans le parti. C'est comme ça que vous avez adhéré au Parti libéral? C'est comme ça que je me suis rendu au Parti libéral. Parce que j'ai toujours été un Canadien convaincu, un fédéraliste, avec tout le respect pour le Québec, que j'aime beaucoup. J'ai toujours bien aimé le Québec, une terre qui m'a accueilli énormément. Mais pour moi, ça a toujours été plus avantageux de faire partie du système canadien. Alors, c'était le Parti libéral qui offrait cette opportunité-là. Puisque le parti était en reconstruction à l'époque, mais c'était le temps alors, je me suis impliqué avec la Commission des communautés culturelles, de m'assurer que, au niveau du leader à l'époque, qui était M. Ryan, que j'avais déjà rencontré sur la question des illégaux auparavant, qu'il était d'accord de trouver le moyen de légaliser ces enfants une fois que le Parti libéral prenait le pouvoir. Ça vous a mené aux élections de 81. Vous êtes présenté pour la première fois en 81, c'est ça? C'est ça. Comment vous avez été choisi? Est-ce que vous avez été désigné, une assemblée d'investiture? Bon, c'est-à-dire que j'avais indiqué au niveau de l'organisation du parti que j'étais intéressé d'être candidat. J'ai par la suite rencontré M. Ryan, qui, à l'époque, comme vous savez, passait tous les aspirants candidats. C'était une grande confession. C'était une grande confession. Alors j'ai eu son accord de me présenter. À ce moment-là, parce que M. Ryan était intéressé justement d'avoir quelqu'un qui connaissait à point ce problème de la question linguistique chez des familles immigrantes. Vous avez réussi à vous faire élire. Oui, j'ai réussi à passer la convention. Ça a été une des plus grosses conventions dans l'Est de Montréal à l'époque. Vous avez un gros adversaire? Oui, l'adversaire, c'était le président de l'association. Alors, c'est sûr que le président de l'association avait accès ou connaissait beaucoup plus de membres que moi je pouvais en connaître. Mais on nous avait permis de faire du recrutement pendant une certaine période. On avait réussi à rentrer plusieurs, même des milliers. Puis c'est toutes des gens, je dois vous dire, que c'est toutes les personnes qui ont été rentrées chez nous par mois, c'est toutes des personnes que j'avais rencontrées. Individuellement? Individuellement. Par groupe, des groupes de cuisine, des réunions ou quoi que ce soit. Là. Je n'avais pas de pyramide pour faire ça. Oui, j'avais des organisateurs qui organisaient des réunions, mais la carte de membre se remplissait au moment où moi j'étais présent avec ces gens-là, puis c'est moi qui les remerciais personnellement. Et je n'ai pas besoin de vous dire que lorsqu'on fait ça, il y a eu la convention, le pourcentage des personnes que j'avais rencontrées qui sont venues voter a été énorme, comparé à mon adversaire, qui était président de l'association. Et le résultat, ça a été du 5 pour 1. Et il y a eu 1800 personnes qui ont voté.
Alors, vous aviez bien organisé votre investiture. Oui, oui, organisé, mais qu'est-ce que c'est qui m'a toujours préoccupé? J'ai toujours essayé de véhiculer ce message à tous les autres, depuis tous les autres candidats ou des gens qui m'ont demandé, si vous voulez être élu, particulièrement dans une convention, c'est qu'il faut rencontrer les gens un par un. Il faut leur donner la main. Il faut les connaître un peu. Je ne vais pas les connaître à fond, mais il faut les connaître un peu, savoir sur quelle rue qu'ils demeurent. Pour que les gens puissent inspirer confiance. Et ça, c'est une relation que j'ai essayé de maintenir avec mes commettants durant mes 26 ans de vie politique. En 81, donc, vous gagnez l'investiture. Vous gagnez l'élection aussi. Ça a été plus facile que l'investiture? Non, ça n'a pas été plus facile parce que je faisais face dans le comté de Viau. C'était un comté qui était représenté par un péquiste. Alors, il était déjà en place, ainsi de suite. Alors, ça a été... mais puisque je partais déjà avec au-delà de 2000 personnes qui avaient adhéré au parti, vraiment pour voter pour moi, alors ça me donnait une base, mon porte-à-porte, et de rencontrer encore d'autres gens, ainsi de suite. Et je vous dis que j'ai fait beaucoup de porte-à-porte. Est-ce que vous avez une réaction particulière du fait que vous avez été élu, mais dans l'opposition parce que les libéraux n'ont pas gagné l'élection? C'est-à-dire que pour moi, être élu à l'Assemblée nationale, les jeunes immigrants arrivés ici, c'était tout... J'étais vraiment fier de moi-même. C'était une fierté énorme, de dire que des électeurs du comté de Viau m'avaient choisi en bonne majorité. J'avais eu au-delà de 4 000 de majorité à cette élection-là, qui était presque un record pour les libéraux à l'époque, à cette élection-là. C'était un moment de fierté pour moi, pour ma famille, mes proches. Mais là, quand tu arrives à la maison après les résultats, mais là, tu te dis, bon, c'est l'opposition. Je ne pourrais pas réaliser ce que je pensais pouvoir réaliser. Mais en même temps, j'ai toujours... vous savez, je pense que ceux qui me connaissent savent que je suis un homme de pensée positive. Et alors là, je me suis dit, c'est peut-être la période que j'ai besoin pour vraiment faire l'apprentissage de la vie parlementaire. Et quel dossier on vous a confié pour faciliter l'apprentissage? C'est que c'était... au début, on m'avait donné, je trouvais ça un peu... presque farfelu. M. Ryan m'avait demandé de m'occuper des écoles élémentaires, secteur anglophone, école élémentaire, secteur anglophone. C'est pas mal restreint, là, dans le sens, mais ça touchait aussi la question de ces fameux enfants illégaux. Ça ne m'a pas donné l'opportunité vraiment d'apprendre beaucoup d'autres choses parce que j'étais dans un domaine que je connaissais de A à Z. Alors, c'était une période d'attente et d'autres consultations avec des gens de la communauté, à savoir quelle position prendre, comment procéder. Parce que là, vous n'étiez pas en position de décision. Non, non, pas du tout. Là, je me suis dit, il va falloir s'assurer qu'on puisse convaincre, pour légaliser les illégaux, il va falloir que j'essaie de convaincre les députés et le parti au pouvoir. Dans votre apprentissage, toujours dans la première année, vous avez été confronté à une vraie réalité du jeu politique lorsque le gouvernement Lévesque a présenté une motion à l'Assemblée nationale sur le rapatriement de la Constitution canadienne. M. Ryan avait appuyé cette motion-là. Il demandait aux députés de le faire. Et vous, jeunes députés, et 8 autres de vos collègues, vous avez dit non. Est-ce qu'on vous a reproché ça au caucus?
Oui, je veux dire, M. Morin, que cette semaine-là a été, pour moi, là, une semaine très longue. Très longue, parce que lorsque la motion nous avait été annoncée au caucus, on a fait un tour de table, sans aller dans les détails, c'est que moi, je percevais que la majorité des collègues n'étaient pas en faveur de cette motion-là. Que celles et ceux qui sont contre cette motion veuillent bien se lever, s'il vous plaît. M. O'Gallagher, M. Chiachia, M. Caron, M. Lincoln, M. Gratton, M. Mathieu Chia, M. Cusano, M. French, Mme Doherty. Et pour une raison que je n'ai jamais compris, du jour au lendemain, cette question est devenue, du côté du public, que c'était une question de leadership de M. Ryan. Que dans mon cas, et je suis sûr dans le cas de plusieurs de ceux qui avaient voté contre, ce n'était pas une question de leadership de M. Ryan, c'était une question fondamentale, puisqu'on représentait des comtés, et moi je représentais un comté où j'avais fait beaucoup de consultations avec mon association, des amis, des connaissances, des hommes d'affaires. Le message que je recevais de tout le monde, c'est qu'il ne faut pas donner un gouvernement qui veut séparer le Québec du Canada, une motion, consentement à une motion qui dit que tous les membres de l'Assemblée nationale sont unanimes, quand ce n'est pas le cas. Mm-hmm. Et effectivement, lorsqu'on s'est rencontrés au caucus, suite une semaine ou deux plus tard, il y avait des députés qui avaient demandé l'expulsion des 9 du caucus. Et là, je me suis dit, je me rappelle avoir eu une conversation avec mon père. Je dis, papa, la vie politique de ton gars va se terminer bientôt. Et c'est que il y a eu une discussion de 3-4 heures au caucus sur quoi faire avec ceux qui n'avaient pas suivi la ligne de parti. Et ça s'est terminé là, par 3 interventions très courtes. La première, ça a été celle de Fabien Bélanger, qui était député de Mégantic-Compton, qui se lève et qui dit tout simplement, il dit, mes chers collègues, si vous voulez expulser ces 9, ajoutez mon nom à la liste. Suivi par Pierre Paradis, qui dit exactement la même chose. Il dit, si vous voulez expulser maintenant les 10, ajoutez mon nom à la liste. Et la troisième personne qui s'est prononcée à ce moment-là, c'est Lise Bacon, qui dit, mais dans ce cas-là, ajoutez mon nom aussi. La discussion s'est terminée. Il n'y a plus de discussion sur quoi faire avec les dissidents. Et pas d'expulsion. Mais il n'y a pas eu d'expulsion. Cet épisode dans la députation libérale là, de la motion, ça affaiblit beaucoup le leadership de M. Ryan. Est-ce que ça a été vraiment là que vous avez senti que la confiance envers votre chef diminuait? Non, je pense que vous savez, lorsqu'un chef perd une élection, il y a toujours des personnes qui sont mécontents. Et ça, c'est normal. Lorsque la majorité des candidats ont perdu d'élection, des 125 qui sont présentés à l'élection, seulement 42 on a passé à travers, comme on dit. Alors, il y en a beaucoup qui étaient très dissatisfaits. Et la nature humaine étant ce qu'elle est, on se blâme rarement. On se blâme rarement. On blâme toujours quelqu'un d'autre. Alors, un chef de parti, c'est la personne qui est souvent blâmée par les troupes qui ont perdu l'élection. C'est comme dans le sport, c'est le coach qui parle le premier. C'est ça. C'est ça. Mais moi, j'ai toujours eu le plus grand respect pour M. Ryan.
avant qu'il soit chef, pendant qu'il était chef et par après. Une excellente relation avec M. Ryan par après. Il ne faut pas oublier qu'à fin de compte, c'est lui qui a légalisé les enfants illégaux. Quand il est devenu ministre de l'Éducation. Oui. En 1982, après le départ de M. Ryan comme chef de l'opposition, c'est M. Gérard Delévesque qui est chef intérimaire et de l'opposition et du Parti libéral. Vous, personnellement, vous occupez de nouvelles fonctions au bureau de l'Assemblée nationale. Quel travail vous faisiez là? L'Assemblée nationale était gérée par un groupe de 3 personnes, qui était le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil du Trésor et le ministre des Finances. Alors, je peux vous dire que la préoccupation des députés était loin de leur... Il y avait d'autres préoccupations que ça. Avec la réforme, c'est que, bon, les commissions permanentes ont été établies, principalement aussi la commission de l'Assemblée nationale qui a été établie, et ainsi le bureau de l'Assemblée nationale, qui, pour simplifier les choses, le bureau est le conseil d'administration de l'Assemblée nationale, qui est présidé par le président et qui est composé de nombre de membres représentatifs des élus à l'Assemblée nationale, selon un pourcentage au niveau de députés seulement. De députés seulement. Et le rôle principal, c'est le contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale. Comme vous savez, c'est un budget qui est assez élevé, et de s'assurer principalement que les députés aient les outils nécessaires pour bien faire leur travail. C'était ça qui était et je crois que c'est encore le but principal du bureau de l'Assemblée nationale. Des pouvoirs qui sont différents d'autres. C'est pas comme un autre ministère, l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, le bureau, vous savez, le bureau n'a même pas à se soumettre au règlement du Conseil du Trésor. C'est à ce point-là que le bureau est vraiment souverain. Donc, pas faire approuver son budget par le Conseil du Trésor? Non, pas du tout. C'est l'Assemblée nationale qui approuve finalement le budget de l'Assemblée nationale, qui devrait être, selon moi, c'était une chose qui avait retardé à venir, mais qui est venue en bon temps. Si on prend juste comme exemple au niveau de la condition du Parlement avant l'arrivée du bureau de l'Assemblée nationale, en tant qu'institution, en tant qu'architecture, il était quasiment tombé à terre. Vous savez, vous étiez ici à ce moment-là. Et c'est que là, le bureau a commencé à entreprendre des travaux de rénovation, puis ainsi de suite. Puis aujourd'hui, on peut dire qu'on a un des plus beaux parlements, non seulement en Amérique du Nord, mais à travers le monde. C'est aussi qu'on était capable de conserver ce qui était original au niveau de ce que ça a été bâti. Ça, c'est du côté physique. Ce qui était extrêmement important, c'est justement de s'assurer que les députés aient des outils nécessaires pour bien performer et de bien établir les critères au niveau des montants à être alloués aux députés pour le fonctionnement de leur comté. Vous avez modifié les horaires des travaux aussi à votre époque? À l'époque, on siégeait, on commençait le matin à 10 heures et il y avait un ajournement à midi, à 1 heure, on revenait à 3 heures, jusqu'à 6 heures, et là, on revenait le soir à 8 heures, jusqu'à 10 heures. Et je trouvais que ça coupait un peu la relation qu'on pouvait avoir avec nos familles, parce qu'en fin de compte, il fallait être ici le soir. Et à ce moment-là, tout simplement, regarder l'horaire, et je me suis dit, pourquoi, au lieu de terminer à 6 heures, qu'on ajoute une demi-heure, on finisse à 6h30. Alors, si vous calculez le nombre d'heures que ça prend dans la semaine, on n'a plus besoin de revenir le soir. Et effectivement, c'est ça qui avait été fait. Ça, c'est une des petites choses, des petits changements qui peuvent être faits sans trop bouleverser la machine. Merci, M. Cusano. On continue la semaine prochaine. Merci beaucoup.